Au cœur du Pacifique, les îles de Tuvalu voient leur horizon se rétrécir. Ce minuscule État, situé à mi-distance de l'Australie et d'Hawaï, réunit 9 îlots bas et plats, cernés d'eau turquoise et de récifs coralliens. Depuis le hublot d'un avion, l'ensemble paraît idyllique, sable clair, palmiers, immensité azurée. Mais ce décor s'efface peu à peu, car l'archipel s'enfonce littéralement. Le point culminant des Tuvalu dépasse à peine 4,50 m au-dessus du niveau de la mer, et la majeure partie du territoire se situe autour des 2 mètres. Lors des tempêtes, les vagues traversent les routes, les puits s'emplissent d'eau salée et les cultures sont ravagées. Chaque année, l'océan progresse un peu plus tandis que le sol semble se dérober sous les pas des habitants. Pour la première fois, le pays prépare donc une issue jamais envisagée. Un exode organisé. Cet été, les autorités australiennes ont introduit un type de visa inédit, conçu pour les personnes contraintes de se déplacer à cause du changement climatique, dans le cadre du traité de l'Union Falepili, entre l'Australie et Tuvalu. Ce dispositif offre aux Tuvaluans la possibilité de vivre, travailler et étudier en Australie, avec un accès aux services publics comparable à celui des citoyens australiens. Les candidatures ont été ouvertes le 16 juin et closes le 18 juillet. En 4 jours, plus de 3000 personnes s'étaient inscrites, soit près d'un tiers du pays. Le 11 juillet, le total dépassait les 5000. Pour une nation de seulement 9500 habitants, le chiffre est saisissant. Ainsi, un tirage national désignera chaque année 280 Tuvaluans autorisés à s'installer en Australie à compter de 2025. Le nombre reste modeste, mais il pourrait infléchir l'avenir. Reste à déterminer qui partira, qui restera, et ce qu'il adviendra lorsque la terre qu'ils occupent commencera à disparaître. Les données scientifiques dressent un tableau des plus sombres. En 2023, des chercheurs ont établi que le niveau marin autour des Tuvalu dépassait d'environ 15 cm celui mesuré 30 ans plus tôt. D'ici 2050, une large part des îles, habitations, écoles, même l'aéroport, pourrait se trouver sous le niveau de la marée haute. L'eau salée s'infiltre déjà dans les nappes d'eau douce, contaminant les puits et saturant les sols. Les agriculteurs ont entrepris d'élever leurs plates-bandes afin de préserver leur culture du sel, tandis que certaines familles ont renoncé à cultiver et dépendent désormais d'aliments importés. À la fin de l'année 2023, l'Australie et Tuvalu ont conclu le traité de l'Union Falepili, qui couvre de vastes domaines, la question migratoire n'en constituant qu'un volet. Un premier groupe pourrait rejoindre l'Australie vers la fin de 2025. Le plafond annuel de 280 personnes vise à préserver l'économie tuvaluane et à éviter une fuite soudaine d'enseignants, de médecins et de travailleurs qualifiés. Toutefois, les spécialistes estiment qu'un tel rythme transformera profondément le pays. Si les chiffres se maintiennent, près de 4% de la population pourrait s'en aller chaque année, en plus des autres départs. En une décennie, cela représenterait presque 40% de la nation. Puissent ceux qui partiront garder la mémoire de leur patrie. Les Tuvaluans ont toujours vécu en peuple de l'océan, guidant leur trajet par les astres et lisant le mouvement des marées. Leurs terres et leurs mers ne sont pas de simples lieux de vie, elles façonnent leur identité. S'en éloigner revient à délaisser une part d'eux-mêmes. Il s'agit d'un secours singulier. Ils protègent des vies, mais demeurent impuissants à préserver leur foyer. Les Tuvalu subsistent encore aujourd'hui, verdoyants et splendides, mais l'eau poursuit son avancée. Ainsi, pour la première fois, les gens se préparent à partir, avant que la mer ne submerge leur monde. Mais que représente réellement Tuvalu ? C'est l'un de ces lieux qui paraissent presque irréels sur une carte. 9 minuscules points au cœur du Pacifique Sud, à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Ensemble, ils forment un pays plus petit que la plupart des villes occidentales. 5 de ces îles sont des atolls coralliens, banques de sable et de récifs émergeant à la surface de l'océan. Tandis que les 4 autres s'élèvent directement du fond marin. On pourrait traverser une île en 1 heure, l'océan étant constamment visible et audible. Anciennement désignée sous le nom d'île Ellice, sous domination britannique, Tuvalu a accédé à l'indépendance en 1978, devenant l'une des nations les plus petites et les plus jeunes. Depuis lors, ses dirigeants s'efforcent de s'assurer que le monde n'oublie pas leur pays, d'autant plus que les changements climatiques menacent de l'effacer entièrement. La vie à Tuvalu a toujours été simple, mais assez âpre. Absence de rivières ou de cours d'eau oblige, les habitants dépendent exclusivement des eaux pluviales collectées dans des réservoirs et des barils, et le manque de pluie se fait ressentir par tous. Les cocotiers dominent le paysage, et le copra, amande séchée de noix de coco, constitue la principale exportation.
Mais l'avancée de l'eau salée empoisonne désormais les sols et fragilise les cultures. Les Tuvaluans n'en restent pas moins ingénieux. Il y a quelques années, ils ont découvert que leur pays possédait un bien précieux, unique au monde, un domaine Internet à 2 lettres, TVB, dont ils ont vendu les droits à une entreprise américaine, laquelle le loue désormais à des chaînes et plateformes de streaming à travers le globe. Cet accord génère chaque année des millions de dollars, offrant une bouée de sauvetage numérique à une nation qui lutte pour rester à flot, tant littéralement qu'économiquement. Reste à savoir si l'océan se montrera tout aussi clément. Vous avez sans doute entendu parler de la montée du niveau des mers en raison du changement climatique. Ce phénomène n'a cependant rien d'inédit. Et la dernière fois, il fut tout à fait considérable. Après la dernière ère glaciaire, les océans ont monté d'environ 38 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 8 étages, sur quelques 8000 ans. Une étude récente a élucidé ce processus. À la fin de cette période glaciaire, les immenses calottes recouvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Antarctique se mirent à fondre rapidement. La température s'éleva, la glace se transforma en eau. Et cette eau devait bien terminer quelque part, directement dans les océans. Jusqu'à récemment, les scientifiques connaissaient l'élévation du niveau marin à cette époque, mais ignoraient sa hauteur exacte et sa rapidité faute de données suffisantes. Une équipe internationale de chercheurs décida donc de creuser, au sens littéral. Ils se rendirent en mer du Nord, sur le site appelé Doggerland, jadis constitué de terre ferme. Il y a plusieurs millénaires, il était possible de marcher du Royaume-Uni jusqu'au continent européen en traversant ces plaines et marécages où humains et animaux cohabitaient. Mais, à mesure que les glaces fondaient et que les mers montaient, Doggerland se retrouva progressivement immergé. Les chercheurs forèrent profondément sous la mer et prélevèrent des échantillons de tourbe, matière végétale partiellement décomposée, issue de ces anciens marais. En analysant ce que contenait cette tourbe, algues microscopiques et fragments minéraux, ils purent reconstituer l'ampleur et le rythme de la montée des eaux. Il apparut que le niveau des mers avait cru d'environ 38 mètres entre 11 000 et 3 000 ans avant notre ère, mais non de façon continue. 2 grandes poussées se distinguaient. La première, il y a environ 10 300 ans, résultat d'un afflux massif d'eau de fonte. La seconde, vers 8 300 ans, survint lorsque la fonte supplémentaire et les immenses lacs glaciaires déversèrent encore davantage d'eau dans les océans. À son point culminant, le niveau des mers augmentait de plus d'1 centimètre par an. Cela peut sembler faible, mais cela équivaut à environ 1 mètre par siècle. Pour comparaison, aujourd'hui, la montée annuelle n'excède guère les 4 à 5 mm. Mais les scientifiques prévoient que ce chiffre pourrait doubler, voire tripler d'ici la fin du siècle. Gardez à l'esprit qu'à l'époque, aucune ville, route ou centrale électrique n'existait près du littoral. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente. Des milliards de personnes vivent dans des zones côtières basses, et une large part de l'économie mondiale y est concentrée. Une élévation comparable à celle survenue après la dernière ère glaciaire serait aujourd'hui catastrophique. Ces nouvelles recherches permettent de mieux comprendre la vitesse à laquelle les mers peuvent s'élever lorsque la planète se réchauffe rapidement, et ce que cela pourrait impliquer pour nous. Étudier le passé offre ainsi une perspective précieuse sur ce à quoi s'attendre alors que les calottes du Groenland et de l'Antarctique fondent de plus en plus vite.